ensemble à cette question. Comment gérer le quotidien d'une enfant atteinte d'une maladie génétique, l'amyotrophie spinale? Comme son nom l'indique, une maladie génétique touche les gènes qui se trouvent dans la cellule, et plus précisément dans le noyau. On y trouve 46 chromosomes, filaments, enchevêtrés les uns dans les autres. Ils portent des instructions codées qui déterminent les caractères. Ce sont ces instructions codées qu'on appelle les gènes. Ici, par exemple, on y trouve le gène de la couleur des yeux. Il se trouve toujours au même endroit sur le même chromosome. On a tendance à imaginer que les chromosomes sont formés de 2 filaments. Or, cela n'arrive qu'avant la division cellulaire. En effet, la cellule qui a beaucoup de travail doit assurer son propre renouvellement. Pour cela, les chromosomes se dédoublent, s'enroulent puis se tassent sur eux-mêmes. Le processus de la mitose permet la division de la cellule mère en 2 cellules filles génétiquement identiques. Alors je suis avec Océane qui est atteinte d'amyotrophie spinale de type 2 et avec son groupe d'amis les Télétones avec qui elle chante depuis 3 ans pour le Téléthon. Dis-moi Emma, c'est quoi l'amyotrophie spinale? Alors Marion, l'amyotrophie spinale, c'est une maladie neuromusculaire qui est caractérisée par la dégénérescence du motoneurone périphérique. Ouh là là, c'est bien compliqué tout ça. Pas de panique Marion, on va essayer d'expliquer ce phénomène simplement. On a vu précédemment que les gènes sont situés dans les chromosomes qui sont constitués d'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN est une double hélice constituée de phosphates et de sucre qui constituent sa structure. L'ADN est également constitué de bases azotées qui constituent les barreaux de cette échelle, donc ce sont les nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine. Un gène est une portion d'ADN, c'est-à-dire une séquence plus ou moins longue de nucléotides, dont l'ordre détermine le gène. Dans le chromosome 5, il y a une partie appelée locus SMA. Chez un sujet normal, il y a une copie du gène dite télomérique qui se situe aux extrémités de chromosomes. C'est les parties en rouge. C'est le gène SMN1. Il y a aussi une partie dite centrométrique qui est située près du centromère, donc c'est la partie en beige, et c'est le gène SMN2. SMN1 et SMN2 sont quasi identiques puisqu'il y a 5 bases qui les différencient. L'amyotrophie spinale, c'est une délétion de SMN1. Cette délétion entraîne la non-production de la protéine SMN qui est nécessaire à la survie des motoneurones périphériques. Il existe 4 types différents d'amyotrophie spinale, dont la gravité dépend du nombre de copies de SMN2. En effet, le gène SMN1 permet la production de la protéine SMN en quantité suffisante, fonctionnelle et complète. Alors que le gène SMN2 produit une protéine raccourcie, fragile, en moindre quantité, rapidement détruite et peu fonctionnelle. Cependant, 10% des protéines produites par SMN2 sont identiques à celles produites par SMN1. Ainsi, plus un malade dispose de copies de SMN2, plus il produit des protéines fonctionnelles et moins sa maladie est grave. L'amyotrophie spinale de type 1 apparaît donc avant 3 mois. L'enfant n'acquiert donc jamais la position assise seul et rencontre des difficultés pour respirer, avaler et téter. Son espérance de vie ne dépasse pas 2 ans. L'amyotrophie spinale de type 2, comme Océane, survient après 6 mois. L'enfant n'acquiert pas la marche. L'espérance de vie est alors proche de la normale, avec un suivi médical régulier. L'amyotrophie spinale de type 3 apparaît entre l'âge de 18 mois et 6 ans. Elle évolue lentement sur de nombreuses années. Enfin, l'amyotrophie spinale de type 4 débute à l'âge adulte avec des difficultés à acquérir la marche. Son évolution est aussi très lente. Alors je suis avec Adrien, le petit frère d'Océane. Lui n'est pas atteint, tout comme sa petite sœur Noémie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? L'amyotrophie spinale est une maladie autosomique récessive. On dit qu'elle est autosomique car elle ne touche pas les chromosomes sexuels. On a effectué l'arbre généalogique de la famille d'Océane. Chacun de ses 2 parents sont des porteurs sains, car ils possèdent tous les 2 un allèle sain et un allèle malade, mais ne sont pas malades. Océane est atteinte, car ses 2 parents lui ont transmis tous 2 leur allèle malade. Quelle est la probabilité qu'un nouvel enfant soit malade, porteur sain ou sain? Si les 2 parents transmettent leur allèle malade, comme c'est le cas pour Océane, alors l'enfant sera atteint. Une autre possibilité, que l'enfant soit porteur sain. Dans ce cas, l'allèle malade provient de la mère et l'allèle sain
du père. Ou alors, l'allèle malade vient du père et l'allèle sain de la mère. Enfin, la troisième et dernière possibilité. Les deux parents transmettent leur allèle sain. Donc l'enfant sera complètement sain. Ainsi, il y a donc un risque sur 4 que l'enfant soit malade, un risque sur 2 qu'il soit porteur sain, et puis une chance sur 4 qu'il soit non porteur. En cas de naissance d'un enfant malade, des précautions sont à prendre par tout le reste de la famille. En effet, ils peuvent se rendre chez une conseillère génétique afin d'effectuer un dépistage génétique pour éviter la naissance d'un nouvel enfant malade au sein d'une même famille. Les frères et sœurs des parents ont une probabilité d'1 sur 2 d'être porteurs sains. La probabilité dans la population mondiale étant d'1 sur 40. Dans le cas où les deux parents sont porteurs sains, des techniques telles que le diagnostic prénatal sont mises en place. Si l'enfant est malade, les parents peuvent décider d'arrêter la grossesse. Ah, c'est tout de suite plus clair, tu ferais une super prof. D'ailleurs, en parlant d'école, Océane, elle m'épate. Elle est en 5e avec une super moyenne. C'est ce qu'elle m'a expliqué avec son AVS il y a quelques semaines. Alors, je suis avec Sabrina, l'auxiliaire de vie scolaire d'Océane. Alors du coup, explique-nous en quoi consiste ton métier. Alors mon métier, c'est d'accompagner Océane à l'école, sur le temps scolaire. Voilà, de faire en sorte que son handicap ne pose pas de soucis dans sa vie de tous les jours au collège. Voilà, maintenant on est au collège, en 5e. Voilà, donc je l'accompagne en classe. Donc je sors ses affaires, j'enregistre ses cours, je range l'ordi. Non mais il y a aussi moi. Oui, et des fois elle a besoin de tousser aussi, donc je l'aide à tousser en classe. Et le passage aux toilettes aussi. Il y a... Pendant la récréation. Après c'est pas toi. Après c'est pas moi, pendant le temps du déjeuner parce que j'ai un contrat de 30 heures. Alors Océane elle requiert un 38 heures. Et du coup sur la semaine je peux pas assurer les pauses déjeuner. Donc voilà. Donc, du coup c'est quelqu'un d'autre qui me remplace, Véronique, une autre AVS, qui s'y passe bien aussi. Voilà. Quelles difficultés tu peux rencontrer à l'école? Et du coup, comment t'exécutes ton métier? Voilà. Mais justement, c'est ça, il n'y en a pas parce que ma présence est faite pour ça. Donc, il y a plein d'aménagements aussi. Donc, Océane, voilà, dans les toilettes, elle a une toilette handicapée, donc où il y a vraiment la place. Donc, elle peut rentrer avec son fauteuil. Il y a un lève-personne qui permet de la soulever de son fauteuil. Donc, je passe des sangles. Je l'accroche, je la détache de son fauteuil, et puis donc ça la soulève, et puis je sors le fauteuil des toilettes pour pouvoir après manipuler le lève-personne et pouvoir la poser sur les toilettes. Et puis après il y a des rampes un peu partout pour pallier aux petites marches, voilà, pour l'accès aux toilettes, l'accès à la salle d'études, l'accès à la classe. Et puis l'accès à la cantine, il y a un ascenseur. En activité, en sciences. Un peu partout de toute façon, on a ce qu'il faut pour accéder. Et après, en classe, on a une salle pour les matières classiques, genre maths, français, anglais, voilà, toutes les salles, les cours qui ne nécessitent pas une salle spéciale comme art plastique, musique ou les sciences. On a une salle donc, qui nous est attitrée, donc ce sont les professeurs qui changent de salle. Sauf en musique, en art plastique, en sciences. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est les profs qui changent de salle. En techno. Voilà. Ce qui permet aussi, selon l'emploi du temps, de ne pas avoir à la rhabiller, à sortir de l'établissement des salles à l'intérieur, pour aller par exemple en techno. Voilà. Donc l'emploi du temps n'est pas trop mal fait. Il y a des matinées où on reste dans la salle pendant toute la matinée. En hiver, forcément, il faut la déshabiller, la rhabiller, ça prend du temps. Pour elle, c'est un peu pénible quand même, il faut l'avouer. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc du coup, l'établissement dans lequel Océane va a tout fait pour adapter, voilà. Ouais, tout à fait. Et que tu sois au mieux au collège. Voilà. Alors, et toi, Océane, comment est-ce que tu vas à l'école? Comment ça se passe? Est-ce que t'aimes ça? Ça dépend des jours. Quand il est maintenant, quand il est oui. C'est quoi tes matières préférées, tout ça? Histoire géo, musique, art plastique et français. Ouais.
test, genre t'aimes pas du tout. Maths et techno. Les aménagements de l'établissement scolaire d'Océane permettent d'améliorer son quotidien. Et où en est la recherche? J'aimerais bien que tu me dises ça, Emma. Alors Marion, si le défaut génétique de la maladie est bien identifié, on sait encore peu de choses sur le mécanisme reliant la protéine SMN non fonctionnelle et la dégénérescence puis la mort des motoneurones. Maintenant, je vais donc faire un point sur les différentes avancées des chercheurs, en t'expliquant plus précisément pourquoi les muscles d'Océane s'atrophient. Tout d'abord, lorsque nous sommes assis et que nous décidons d'attraper le stylo qui est devant nous, l'information, appelée influx nerveux en termes scientifiques, part du cerveau et se déplace le long de la moelle épinière qui est située le long de la colonne vertébrale. Cette moelle épinière est constituée d'axones. L'information arrive donc au niveau des motoneurones qui se dirigent vers les muscles correspondants, ici le bras et la main. Donc, dans le cas d'Océane et de l'amyotrophie spinale, les motoneurones ne survivent pas avant de transmettre leur information aux muscles. Ces derniers ne se contractent donc pas et c'est pourquoi ces muscles s'atrophient, c'est-à-dire diminuent de taille car ils ne sont pas utilisés. Cependant, cette maladie ne touche pas les cellules cérébrales. C'est pourquoi Océane est scolarisée dans un collège où elle suit le même parcours scolaire que n'importe quel enfant de son âge. Et du coup, Sabrina, comment est-ce que tu décrirais Océane et ses relations avec les profs, ses amis? Alors Océane, c'est une jeune fille quand même, qui a tout le temps le sourire. Et quand elle l'a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Alors soit la mettre quelque part, soit il y a des examens prévus le lendemain et là du coup elle a un peu du mal à se concentrer sur ce qui se passe en classe. Donc du coup, j'ai dit on se reconcentre un petit peu. Mais après, c'est quelqu'un qui est très jovial, quoi. Donc avec ça passe avec tout le monde, quoi. Et avec toi? Et avec les profs non, ça se passe très bien. Bon, après, c'est... J'ai des surnoms, Bibi. Oui, il y a le prof d'histoire qui l'appelle Bibi parce qu'elle va trop vite dans les couloirs. Et toi, il t'appelle le couillon. Oui, sauf que moi, je suis jamais derrière, je suis devant, donc je vois pas du tout pourquoi. Non, mais oui. Ouais, voilà, il y a des profs comme avec le prof d'histoire avec qui ça se passe très bien. Et puis, il y a des profs pour qui c'est pas toujours simple de traiter Océane comme tout le monde. Voilà, et du coup, par exemple, quand il n'y a pas les affaires et puis que tout le monde, les autres ont eu un mot, des fois ça tique un peu, alors que normalement on devrait, voilà, c'est pareil, elle n'a pas oublié ses affaires, mais oui, voilà, c'est particulier, elle a besoin d'un adulte en classe, les professeurs n'ont pas l'habitude d'avoir un adulte supplémentaire, donc voilà, c'est une place à prendre pour chacun et c'est pas toujours évident, mais après chaque année, c'est une nouvelle personne et puis tout le monde s'adapte, quoi. Mais je pense sincèrement, depuis le CM1, je la suis, on a toujours une bonne classe, il y a une bonne ambiance, trop des fois, et je pense qu'elle y est pour beaucoup de choses. Voilà. Du coup, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir tes amis et puis on va voir ce qu'ils pensent de toi. Allez, on est parti. J'allumerai les flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des heures aux veines, j'inventerai des Édens. Au pas de chance, au pas d'étoile, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenilles et deux mains tendues de brindilles. Une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos menus se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver irrésisterait. Un monde de frères, une terre à sœur, nous bâtirons dans ses cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 12 ans. Je m'appelle Chloé et j'ai 12 ans. Je m'appelle Laura et j'ai 12 ans. Je m'appelle Fabio et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 12 ans. Je m'appelle Louane, j'ai 12 ans. Je m'appelle Rose et j'ai 13 ans. Je m'appelle Camille
La première question, comment est-ce que vous avez rencontré Océane? Parce qu'on était en 6e. Oui, on était à peu près ensemble. Voilà, vous étiez tous les deux dans la même classe qu'Océane? Oui. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote avec elle? Comment ça? Vas-y, commence. Bon, bref. C'est qu'en fait, on était en cours techno et tout, on s'est mis par deux. Et du coup, elle était sur les ordinateurs. Et là, on jouait à 4 contre 4. Elle me dit cap de danser bizarrement devant les cantines. Et du coup, cette soeur, elle est partie en cacao. Voilà, à toi. Alors, moi, elles étaient coincées dans l'ascenseur, je savais pas quoi faire, j'ai tapé sur l'ascenseur. Moi, j'ai rencontré Océane à l'école, en maternelle. Et toi? Moi, j'ai rencontré Océane à l'école en maternelle aussi. Ok. Les deux maternelles. Comment est-ce que vous décririez Océane? Son caractère, s'il y a des choses qu'elle aime pas? Courageuse, toujours souriante, et super gentille. Océane, elle est joyeuse, elle sourit tout le temps, même si c'est pas forcément joyeux. Elle est gentille et voilà. Ça rayon de soleil qui adore les lasers. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec Océane? Fusionnelle. Humaine. Excellente amitié avec elle. Une magnifique amitié. C'est une amie. Moi, c'est une super amie et puis j'aime beaucoup venir chanter avec elle ici. C'est une très bonne amie. Quel regard vous avez sur elle vis-à-vis de son handicap? Elle est normale, elle est juste assise sur un fauteuil toute la journée. Sauf le moment, c'est qu'elle nous écrase les pieds. C'est tout. Mais elle est géniale. T'as pas de regard. Toi, tu t'en fiches. Du fait qu'elle s'en fauteuil roulant. Oui, enfin, ça changera rien et on a envie de se mobiliser pour elle. Qu'est-ce qui la différencie des autres personnes pour toi? Elle s'écoute tout le temps, Même quand c'est pas. elle a son caractère, elle a sa personnalité. Même quand c'est pas joyeux, c'est trop bien. Elle a toujours le sourire et elle Voilà, c'est bien. Malgré ses opérations et tout. Ouais, et même si elle a peur, elle ne le montre pas, tu vois. On a l'impression qu'elle est plus courageuse. Et comment vous résumeriez la personnalité d'Océane en un mot? Courageuse. Ouais. Joyeuse. Rigolote. Heureuse. Extraordinaire. Merci les enfants d'avoir répondu à mes questions. Bon Emma, je fiche la maman d'Océane. Donc je suis avec Océane et sa maman et elles vont nous parler un peu de leur quotidien. Du coup, comment est-ce que vous pourriez nous le décrire? On l'habille au lit pour éviter donc les transferts. Après voilà, donc le petit déjeuner, après elle se prépare, fait sa petite toilette. En général elle a besoin d'aide pour la manipulation, elle ne peut pas porter les choses lourdes. Donc au petit déjeuner, elle ne peut pas porter son bol, donc elle prend une paille. C'est pareil par rapport à son dos. Comme elle a eu une opération de son dos, elle a le dos tout droit maintenant. Et en fait, du coup, le fait d'avoir grandi, elle peut pas se pencher. Donc du coup, on est obligé de rehausser ses couverts avec une boîte en fait qu'on a prise pour éviter de trop pencher. Elle peut pas pencher trop la tête en fait. D'accord. Voilà. Ensuite, du coup, par rapport, voilà, pareil, tout ce qui est lavage de dents, ça, c'est plus avec une brosse à dents électrique. Voilà. Ensuite, tout ce qui est, voilà, la coiffure, c'est pareil, elle ne peut pas lever trop les bras, elle n'a pas de force, donc ce qui fait que c'est moi qui, effectivement, qui fait le maximum de la toilette. Après, c'est des par-écoles. Donc, elle est suivie avec une auxiliaire de vie scolaire qui est avec elle. Elle travaille sur l'ordinateur principalement. Après, nous, le mardi, à la sortie école, on va chez le kiné, une séance de kiné pendant les 3 quarts d'heure. Et ensuite, retour maison, les devoirs. Elle a aussi un appareil à faire souvent. Ah oui. Soit des aérosols, souvent en période hivernale, automne aussi, l'hiver, printemps, voire même été des fois. Elle est obligée de faire des aérosols parce qu'elle est facilement encombrée. Et donc l'Alpha 300,
Un appareil qui permet de gonfler ses poumons, d'avoir une meilleure capacité respiratoire à long terme. En fait, sa maladie fait que ses muscles se détruisent continuellement. Donc si elle ne travaille pas, elle n'aura plus du tout de force nulle part. Donc aussi bien musculaire, donc forcément il y a aussi les poumons qu'il faut qu'elle travaille, kiné respiratoire, plus donc son appareil Alpha 300 qui permet de gonfler ses poumons. Et donc la nuit, c'est pareil, elle a une ventilation non invasive, donc cet appareil qui lui permet de bien se reposer toute la nuit et d'avoir un réveil, d'avoir vraiment être reposée. Si elle n'avait pas cet appareil, elle pourrait avoir des maux de tête et être très très fatiguée le lendemain. Donc ça c'est un appareil qui lui permet de... Elle se repose en fait sur cette machine quand elle dort. Elle peut faire de l'apnée du sommeil. Hein. Mais avec cette machine, t'en fais pas trop en fait. Et avec ça, un humidificateur pour éviter d'avoir la bouche sèche. Au début elle ne l'avait pas et là depuis quelques temps, c'est vrai qu'elle se réveillait 3-4 fois dans la nuit, admettons, pour boire. Voilà. Donc avec l'humidificateur, c'est vrai que ça permet de ne pas se réveiller la nuit. C'est plutôt bien. Après, elle se réveille quand même la nuit parce que de temps en temps, elle a des douleurs. Au dos. Et du coup, l'opération du dos, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça... Enfin, en quoi ça vous... Qu'est-ce que ça lui apporte? Ça améliore? Moi, j'étais en forme de S. Elle avait une grande scoliose et elle n'avait aucun maintien du dos. En fait, donc elle avait un corset garchois depuis l'âge de 3 ans. Le corset garchois, c'est en 2 parties. En fait, ça maintient vraiment tout à fait en bas jusque en fait la tête. Et ça étire. Le corset garchois en fait est fait pour étirer le dos. C'est dur comme du plastique. C'est un plastique très très dur, donc pas du tout agréable, qui l'a marqué énormément en fait. Et du coup l'opération, ça lui a permis ces 2 tiges électromagnétiques qui lui ont mis dans le dos. Donc c'est 2 tiges en fait parallèles qui s'allongent. Alors là la première fois ils l'ont allongé de 1 cm, au bout de 6 mois, non même plus. 6 mois. Il y a une tige qui s'allonge sur le haut du dos et une autre tige qui s'allonge sur le bas. C'est un système assez complexe. Et du coup, grâce à cette opération, elle a un maintien de dos, elle n'a plus besoin de corset, donc c'est vrai que c'est vraiment l'idéal pour elle. Bon, elle a eu un corset souple quand même pendant 1 an. C'était beaucoup moins blessant pour sa peau. Et là, celle depuis quelques jours, ça y est, elle peut l'enlever complètement, donc c'est vrai que c'est très très bien. Pour le moment, on peut dire que l'opération est plutôt une grande réussite. Tu as fait une distraction en fait, du dos. Oui, c'est une distraction. Et normalement, à la fin de la croissance, vers 13-14 ans, souvent, il faut une arthrodèse. Donc c'est une tige qui est fixée de haut en bas du dos. Par contre, là, il est possible qu'elle ne la fasse pas parce que cette intervention que Océane a faite, là, pourrait peut-être suffire. La distraction pourrait peut-être suffire sur le long terme, en fait. Ça serait bien, ça éviterait une intervention quand même qui a duré 5 heures, quand même. Donc, très stressant. Le docteur était très content parce que Océane s'est réveillée avec le sourire. Donc, il a dit qu'elle était super. Alors je me suis réveillée, je fais... Oui. Du coup, quelles difficultés vous avez pu rencontrer Concernant la maladie, en fait, ce qui peut être le plus difficile, c'est les pneumopathies qu'elle a pu faire à répétition à l'âge de 3 ans. Tous les 15 jours à peu près, on était rendu à l'hôpital. Donc c'était avec une respiration, une désaturation très importante quand même. Donc voilà, oxygène, aérosol, donc c'était assez compliqué. Les seules vraies complications qu'on a pu avoir, c'est vraiment cette pneumopathie et ces encombrements qui peuvent durer des fois sur très 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 longtemps, sur de très nombreux mois. Là par exemple, Océane est encombrée depuis le mois de février quand même. Elle a des pauses. Il y a des journées où elle est très bien, mais depuis le mois de février l'année dernière, cette année, pardon. Des fois, j'ai fait des pauses d'1 mois, 2 semaines. Ouais, mais même cet été, elle a été quand même encombrée. Donc en fait, on a un appareil
On a le percussionnaire aussi, dont je vais pas parler, qui permet de désencombrer, de faire remonter les sécrétions. Donc, comme le nom indique, c'est les percussions, ça envoie et ça permet donc de décoller toutes ces sécrétions. Et ensuite, après cet appareil, on a un temps de kiné respiratoire. Je fais la kiné respiratoire pour tout évacuer. Du coup, tu as appris à faire la kiné respiratoire. La kiné respiratoire, on l'a appris quand elle avait 2 ans, avec son premier kiné qu'elle a eu. On a appris à faire tous ces gestes de kiné respiratoire et un petit peu de mobilisation aussi, parce qu'en fait, elle a besoin constamment, quand on est en vacances ou quoi, elle peut avoir besoin d'étirements et puis de kiné respiratoire. Tu pouvais nous la décrire un peu? Attention! Alors, Océane est très très calme. Elle est Non, elle est vraiment pas embêtante, elle se plaint très rarement. C'est vrai que si elle se plaint de quelque chose, c'est que vraiment la douleur, par exemple, c'est vraiment qu'elle va avoir très très mal. Elle a un seuil de douleur assez élevé. Et du coup, non, elle est vraiment très, très simple, très calme. Merci. Plutôt joyeuse. C'est rare quand Océane fait la tête, donc pour ma part, je n'ai pas à me plaindre. C'est une machine que j'utilise toutes les semaines. Toutes les semaines aussi besoin. Donc ça c'est pour désencombrer. Moi je l'appelle Jean-Pierre. Ça c'est pour gonfler les poumons. Donc je l'appelle Bernadette. Et après Copassis. Ça c'est pour pareil désencombrer. Et voilà. T'aider à tousser. Ça te fatigue moins à tousser quand avec ça. Ouais. Et je l'appelle Micheline. Ça c'est l'aérosol. Et c'est pareil pour désencombrer. Oui. Pour fluidifier les situations. Et après il y a... Et après c'est la VNI. C'est pour la nuit, pour pas être fatigué le matin. Cette année, Angoulême était ville ambassadrice du Téléthon. Elle s'est lancé le défi d'organiser le plus grand rassemblement d'Astérix du monde. Comptez avec moi, 296, 297, 298, 299, 300, le record est battu avec 301, 302, 303, 304, 305 et les 5 derniers, ça fait 310 les amis. Nous avons ainsi eu l'honneur de rencontrer Laurence Thiénot-Herman, la présidente nationale du Téléthon. En voici l'extrait de notre entretien. Du coup, comment ça vous est venu de vous investir dans le Téléthon et comment est-ce que vous êtes devenue la directrice nationale? Alors, je ne suis pas la directrice nationale, je suis la présidente nationale. Comment ça m'est venu? Tout simplement, je dirais la loterie de la génétique. J'avais un fils qui était atteint de myopathie de Duchenne. Et donc, je me suis engagée dans l'association il y a maintenant, ça date de 89. Donc, j'ai eu le diagnostic de mon fils en 87. Après une période où c'est un peu la politique de l'autruche et on se dit c'est pas possible, notre enfant est pas malade. Bon, après je me suis mise, on va dire, en mode combat et puis en 89 je me suis impliquée dans la vie associative, dans le Téléthon bien sûr, en me disant il y a 2 choses qui sont importantes. D'une part, il faut lever un maximum de fonds parce que la recherche dépend de la collecte. Et puis d'autre part, en effet, la partie scientifique. Donc je me suis impliquée de plus en plus dans notre association. J'en suis devenue vice-présidente et puis présidente en 2003. Donc ça fait plus de 14 ans maintenant et mon fils est décédé quelques semaines après que je sois élue présidente. J'ai continué le combat pour toutes les familles, pour tous les enfants. C'est très courageux de votre part du coup. Et juste, si vous avez un message à faire passer aux jeunes par rapport au Téléthon, qu'est-ce que ça serait? Le fait que c'est
vraiment important le Téléthon pour plusieurs raisons. C'est important parce que d'abord ça permet de faire avancer la recherche sur des maladies rares, génétiques, mais même si on appelle ça des maladies rares, ça concerne 3 millions de personnes en France, donc c'est un enjeu de santé publique. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que même ces maladies rares sont quelque part des maladies modèles pour des maladies fréquentes, et la recherche ne fonctionne pas en silo. Parfois nos chercheurs cherchent avec un objectif et trouvent quelque chose qui concerne une autre pathologie, donc c'est vraiment très très transversal. La troisième raison, c'est le fait que c'est vraiment une fête, le Téléthon. C'est vraiment un esprit convivial. C'est un événement intergénérationnel et on a besoin que toute la population soit présente aux côtés des malades et des familles. Et c'est ça aussi le dernier, je dirais, la dernière raison pour laquelle il faut s'impliquer. C'est intergénérationnel et en plus pour les malades et pour les familles de sentir que toute la population est à ses côtés, est à leur côté. Ça vraiment, ça donne de l'énergie, ça les mobilise et ça les motive pour tenir le choc toute l'année. De nombreuses animations ont donc eu lieu pour récolter un maximum de fonds. Nous nous sommes nous-mêmes attelés à la tâche au sein de notre lycée. Nous avons vendu des chocolats chauds avec des chouquettes et des chocolatines pendant la récréation du matin, ce qui nous a permis de récolter 260 € au profit du Téléthon. Cet argent servira à financer les programmes de recherche et l'élaboration des médicaments de l'amyotrophie spinale, entre autres, qui était représenté cette année au Téléthon par Lou, qui est âgé de 4 ans. C'est lorsque Lou atteint sa première année que ses parents commencent à s'interroger sur son état de santé. Les mois passent et leur fille ne se tient toujours pas assise et ne se déplace pas à 4 pattes. Après plusieurs examens, le terrible verdict tombe. On nous annonce que Lou ne marchera jamais, qu'il n'y a pas de traitement, que c'est une maladie dégénérative, donc on se prend tous ces mots l'un derrière l'autre, comme ça, comme un coup de massue, sachant en plus que ce jour-là, on vient avec notre enfant. Donc j'ai Lou dans les bras qui a à peine 1 an et demi et qui subit aussi tout ça, hein, notre tristesse, cette douleur, enfin ce mélange de sentiments par rapport à l'horreur qui nous arrive, quoi. On compte sur vous pour donner au Téléthon. Grâce au téléthon.fr toute l'année ou au 3637 le week-end du Téléthon. Cette année, c'est 75 millions d'euros qui serviront à financer la recherche. Et aussi à contribuer à conserver l'espoir des parents de voir un jour leur enfant vaincre la maladie. Pour Océane, pour Lou et pour toutes les autres personnes atteintes de maladies génétiques. Aidez-nous à changer les choses, donner, c'est aider.